Merci pour cette invitation. Donc, je remercie aussi le personnel de la Cité des Sciences pour cet accueil. Donc voilà, je me présente. En fait, je travaille, donc je suis chercheur, enseignant-chercheur en neurosciences. Je travaille à Marseille dans le laboratoire de neurosciences cognitives. Et depuis des années, donc, je m'intéresse à la plasticité cérébrale. Alors, quand on parle de plasticité cérébrale, alors ma spécialité, c'est surtout la plasticité traumatique du cerveau. C'est-à-dire comment le cerveau va réagir en cas d'agression. En cas d'agression physique, ça peut être par exemple un accident vasculaire, ça peut être un accident de la route, par exemple, une mauvaise chute, ça peut être une agression psychologique, un choc, une dépression. Eh bien, il faut savoir que le cerveau, il a une extraordinaire capacité d'adaptation. Donc il rebondit, il puise à l'intérieur, donc il va aller chercher donc, dans ses ressources endogènes des solutions pour réparer. Alors, des fois, on n'y arrive pas. Le problème, c'est que ces solutions, on a du mal à les trouver. Par exemple, après, dans une dépression, donc on ne s'en sort pas, on n'arrive pas à trouver ces solutions. Et c'est à partir de là qu'il va falloir aider. Donc, il y a des moyens d'aider justement le cerveau à s'en sortir. Donc, ce qu'on appelle la thérapie. Donc, il y a des thérapies pharmacologiques. Donc, je vais beaucoup vous parler du médicament parce que c'est aussi mon travail. Donc, je m'intéresse au mécanisme d'action des médicaments qui agissent sur le cerveau pour réparer justement. Alors, ça, c'est la pharmacologie, la thérapie pharmacologique. Donc vous avez aussi la thérapie rééducationnelle, donc on rééduque les gens quand il y a un problème, hein. Donc c'est le physique, hein, une activité physique par exemple, qui montre de bons résultats. Et puis par moment, on va adresser les personnes à une thérapie psychologique. Des fois, on a besoin de se reconstruire et on a besoin d'un professionnel pour nous aider à repartir, à rebondir. Alors, voilà le synopsis. Donc, je vais vous parler, donc j'ai choisi pour exemple de pathologie, hein, de traumatisme, j'ai choisi de parler de la dépression. Et je vais vous dire un peu ce que c'est, donc d'un point de vue neurobiologique, quels sont les mécanismes de la dépression, et puis comment notre cerveau va réagir face à une dépression. Je vais vous parler du médicament, quels sont les médicaments qu'on utilise pour sortir d'une dépression, mais on va tout de suite se rendre compte que le médicament, des fois, ce n'est pas la solution, hein. Le médicament n'est pas une solution miracle. Et donc, on va être obligé de recourir à d'autres solutions. Et il y en a, ce qu'on appelle les solutions alternatives. Alors rapidement, donc, je ne vais pas m'attarder, un petit peu d'historique sur la dépression. Donc on a les écrits de l'Antiquité hein, de ce docteur Hippocrate, qui est l'un des premiers à avoir écrit sur cette pathologie. Donc à l'époque, c'est tout ce qui concernait une perturbation des humeurs, ça provenait de la rate. Alors il décrit des choses intéressantes, notamment dans le traitement. Alors dans le traitement, il parle de purgatif, donc on va utiliser l'élébore pour purger la personne. Et également, il va falloir purger la tête. Alors à l'époque, purger la tête, c'est-à-dire réaliser des saignées pour permettre au sang de sortir de la tête hein, et évacuer les toxines. C'était un peu comme ça. Alors ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, alors, bien sûr, le malade usera de très peu d'aliments. Donc on est dans le jeûne, hein. Vous allez voir que des méthodes alternatives, c'est la restriction alimentaire dans la dépression et ça marche très bien. Il ne boira pas de vin, donc ça c'est normal, pas d'alcool. Par contre, là où je ne suis pas trop d'accord avec lui, c'est point de gymnastique, point de promenade. Et là, on montre qu'au contraire, l'activité physique est un très très bon remède pour la dépression, parce qu'elle va induire des choses au niveau cérébral qui vont permettre de guérir de cette dépression. Donc rapidement, donc, alors bien sûr, on a tous eu des moments de déprime dans notre vie, hein. La vie n'est pas toujours rose, hein. Donc on traverse des moments difficiles et puis on va déprimer, puis on rebondit, hein. On se sort de ces déprimes. Donc pour diagnostiquer une dépression, il y a quand même certains critères. Donc c'est les critères diagnostiques qu'on retrouve dans le DSM-5, hein, ce manuscrit des psychiatres. Et en fait, pour déclarer une dépression, il faut exprimer au moins 9 symptômes. En fait, ces deux sont importants, les deux premiers. Donc il faut 5 symptômes parmi les 9 pour dire que c'est une dépression. Donc une humeur dépressive pratiquement toute la journée et une diminution marquée de l'intérêt, de la motivation, du plaisir.
Donc là, c'est juste pour vous montrer, donc c'est un moyen de quantifier la dépression pour savoir si on souffre d'une dépression intense, donc grave, modérée ou faible. Donc Hamilton, un chercheur anglais, a mis au point une échelle où il a scoré donc les symptômes et ça nous permet de dire par quel type de dépression vous êtes touché. Est-ce que c'est une dépression grave, modérée, faible? Et cette échelle, elle est très importante. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'évaluer l'efficacité du médicament. Donc vous allez prendre un médicament et si ça va mieux, ça veut dire que le médicament va être efficace. Donc quelques chiffres quand même, donc on a quand même pas mal de personnes touchées. Donc un Français sur 10 a fait une dépression. 30 à 45% des arrêts de travail sont liés à des troubles dépressifs. 15% des maladies en 2020 seront liées à la dépression. Et puis on a 2 fois plus de femmes que d'hommes. Ça aussi c'est un peu un mystère, on va essayer de l'expliquer. Alors dans les années 90, un rapport a été commandité par Simone Veil à l'époque et Douste Blazy qui était le ministre de la Santé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un constat que les Français prennent beaucoup de psychotropes, antidépresseurs, somnifères et autres. Et du coup on a demandé à ce psychiatre, professeur Zarifian, d'établir un rapport. Et c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est un rapport que vous trouverez sur Internet, c'est public. Alors, qu'est-ce qui ressort de ce rapport? Pression des laboratoires sur des médecins pour prescrire de plus en plus les psychotropes, donc excès de prescription. Réponse simple du médecin au mal-être croissant dans notre société, donc une forme de facilité. Une forme de facilité également de la part du patient qui a besoin d'une réponse immédiate. Donc on est dans l'immédiateté, on n'est pas bien, il faut un résultat rapide. Et la facilité, c'est de prendre le médicament, alors qu'il y a aussi d'autres méthodes. Et puis, un constat intéressant, c'est le manque de formation. C'est-à-dire qu'en France, on a des généralistes prescrivent des antidépresseurs. Et là, c'est un problème parce qu'on pense qu'il manque de formation. Donc normalement, ça doit être le psychiatre, parce qu'un psychiatre a fait une spécialisation, donc il connaît la neurochimie du cerveau, donc il sait de quoi il parle, alors qu'un généraliste, des fois, prescrit sans savoir. Alors pour vous rassurer quand même, j'ai trouvé cette étude, on n'est pas les champions du monde de la prise de psychotropes, on est classé 28e, donc il y a pas mal de pays européens qui sont devant nous, comme l'Allemagne et autres. Voilà, alors maintenant je vais vous dire quel est le point de vue neurobiologique de la dépression. Qu'est-ce que la dépression d'un point de vue cérébral? Alors je vais vous parler de sérotonine. Donc là je représente une balance avec la sérotonine. La sérotonine qui est un neurotransmetteur que le cerveau fabrique. Et puis cette sérotonine, lorsqu'elle est basse dans le cerveau, lorsque son niveau est bas, déficitaire, donc elle est corrélée avec un état dépressif, représenté ici par un tableau de Van Gogh, qui d'ailleurs lui-même était dépressif. Et puis, lorsque les niveaux de sérotonine sont élevés dans le cerveau, eh bien, c'est corrélé à des états de bien-être. C'est pour ça qu'on dit que c'est la molécule de l'humeur. Alors cette sérotonine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été synthétisée, en fait, elle est synthétisée dans l'intestin. 80% de la sérotonine de l'organisme vient de l'intestin. Vous vous rendez compte, un neurotransmetteur qui est impliqué dans la régulation de l'humeur est fabriqué à 80% par l'intestin, ce qui vous donne l'importance du tube digestif dans la régulation de l'humeur. Donc l'alimentation, et on va essayer d'en parler. Donc découverte pour la première fois par ce neuropharmacologue italien, qui découvre cette molécule dans les cellules entérochromaffines de l'intestin. Ensuite, ça a été découvert par ce chercheur, M. Rapport, qui montre la présence de cette même molécule dans les plaquettes sanguines. Et là, c'est intéressant parce que vous allez voir que cette sérotonine, alors pourquoi on l'appelle sérotonine? Séro, ça vient de sérum, et tonine, tonus. En fait, on montre que la sérotonine, elle a une action vasoconstrictrice, c'est-à-dire qu'elle réduit le calibre des vaisseaux sanguins. Et d'ailleurs, on utilise des médicaments de la famille des sérotonines contre les migraines. Dans la migraine, vous avez une vasodilatation au niveau des vaisseaux méningés. Et puis, suite à cette vasodilatation, il y a une fuite de substances algiques qui vont générer de la douleur. Alors, pour contrer cela, on va donner des triptans. Les triptans, c'est des agonistes de la sérotonine qui vont réduire le calibre des vaisseaux et empêcher cette fuite de substances douloureuses.
Et c'est que dans les années 50 qu'on a découvert cette molécule au niveau du cerveau. Alors, où on va la trouver dans le cerveau? Dans le cerveau, les neurones qui fabriquent la sérotonine sont localisés dans un ensemble de noyaux qu'on appelle les noyaux du Raffet. Donc, ce sont des neurones qui fabriquent cette molécule, ce neurotransmetteur. Alors, de manière intéressante, quand on va regarder du côté de chez l'animal, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une même organisation neurochimique. On va retrouver les mêmes noyaux dans la même région qui vont fabriquer la sérotonine, chez le rat, le chat, le singe, etc. Ce qui fait de l'animal un très bon exemple de modèle. Donc on va étudier l'animal comme modèle pour comprendre justement ces pathologies. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Alors la sérotonine, comment elle est fabriquée rapidement? Donc elle est d'abord issue d'un acide aminé. On dit que c'est un acide aminé essentiel. Pourquoi? Parce que l'organisme le fabrique très peu ou pas. Et donc on va être obligé de le puiser dans l'alimentation. Alors vous inquiétez pas, donc si on mange normalement, vous en avez de partout. Dans les viandes, dans les œufs, dans les fruits, la banane, etc. Donc cet acide aminé, lorsqu'il est ingurgité, eh bien, d'abord dans l'intestin, donc les cellules le pompent et vont fabriquer, grâce à des enzymes, elles vont fabriquer la sérotonine, 80% de la sérotonine dans l'intestin. Cette sérotonine, elle est capturée par les plaquettes sanguines, où elle est emmagasinée, elle est stockée. Donc là, c'est le rôle de la sérotonine, c'est la vasoconstriction. Et puis, ce précurseur tryptophane passe la barrière, donc arrive dans le cerveau. Les neurones qui fabriquent la sérotonine le capturent et grâce à cette enzyme de synthèse, fabriquent la sérotonine. Alors au passage, j'ai envie de vous parler aussi de mélatonine. La mélatonine que vous connaissez, c'est une hormone qui est impliquée dans la régulation du cycle veille-sommeil. Et si vous regardez ici, eh bien, cette mélatonine, elle est synthétisée grâce à la sérotonine. Elle provient de la sérotonine. Donc vous rentrez ce soir, vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous. Eh bien, pour avoir un sommeil reposant, faites l'obscurité dans votre chambre. Pourquoi? Parce que quand on fait l'obscurité dans sa chambre, la glande pinéale, donc c'est une structure dans le cerveau qui va se mettre à fabriquer et synthétiser et libérer de la mélatonine. Et c'est comme ça que vous rentrez dans le sommeil. Alors d'ailleurs, des études récentes, vous savez qu'actuellement, on pratique beaucoup les smartphones, les tablettes pour les adolescents, etc., les ordinateurs qui émettent une lumière bleue. Et cette lumière bleue, justement, elle va stimuler la rétine et inhiber la libération de mélatonine. Ce qui fait qu'on a un mauvais sommeil quand on veille avec la télé dans la chambre, c'est pas très bon. Et puis, au réveil, eh bien, c'est le soleil, en frappant la rétine, il y a tout un circuit nerveux qui fait que le corps pinéal arrête de libérer la mélatonine, ce qui fait que vous êtes en forme et vous vous réveillez. Alors au passage, donc cette mélatonine, elle est beaucoup prise chez des voyageurs qui font des voyages transatlantiques pour se recaler. Vous savez, le jet lag, vous allez aux États-Unis, donc votre système il est inversé puisque là-bas il fait jour, il fait nuit, pardon. Et donc pour vous recaler dans le cycle, eh bien, vous prenez la mélatonine, ça vous aide à mieux vous recaler. Alors, la luminothérapie, puisqu'on parle de mélatonine, alors c'est un bon remède, on dit que c'est un antidépresseur. Pourquoi? Alors, dans les régions du Nord, par exemple la Scandinavie, l'Alaska et autres, où en hiver, les périodes de lumière sont très courtes, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on va épuiser la sérotonine, puisque on va fabriquer la mélatonine à partir de la sérotonine. Et en épuisant la sérotonine, on va peut-être sombrer dans un état dépressif. On parle de dépression saisonnière. Pour corriger cela, donc, on a ce qu'on appelle la luminothérapie. Donc, alors, d'un point de vue esthétique, c'est bien parce que vous bronzez. Et puis d'un point de vue de la mélatonine, donc vous allez arrêter de libérer la mélatonine. Donc vous préservez votre sérotonine. Et c'est une bonne thérapie. D'ailleurs, on l'utilise dans des dépressions qui sont résistantes au Prozac. On passe des fois à la luminothérapie et ça marche. Alors, comment a commencé l'histoire entre la sérotonine et la dépression? Elle a commencé par cette plante, la réserpine, qui est un alcaloïde. Donc, c'est une plante qui a été utilisée dans les années 60 aux États-Unis. En fait, on l'a donnée aux schizophrènes agressifs qui pouvaient faire du mal aux autres, mais aussi à eux-mêmes.
Et du coup, on leur donnait la réserpine et regardez, ça les rendait complètement amorphes. Et on s'apercevait que cette réserpine, elle diminuait la tension artérielle. Donc, du coup, on l'a utilisée chez les hypertendus, les personnes qui souffraient d'hypertension, on leur donnait la réserpine et ça marchait. Le problème, c'est que lorsqu'on stabilisait leur tension, eh bien, ils devenaient dépressifs. Donc, du coup, on a dû arrêter ce traitement. Et il a fallu attendre ce travail intéressant d'un Américain, donc Shore, l'équipe de Brody, pardon, qui est le premier à avoir mis en évidence le mécanisme d'action de cette molécule. Que fait cette molécule pour rendre les gens dépressifs? En fait, elle va s'attaquer à la sérotonine et elle va détruire la sérotonine, ce qu'on appelle une déplétion. Donc elle va baisser les niveaux cérébraux de sérotonine, et ce qui fait qu'on va sombrer dans la dépression. Première mise en évidence du mécanisme d'action. Alors je reviens sur le modèle animal. Ça c'est intéressant parce qu'il y a quand même vous savez qu'il y a une pression sociétale pour l'expérimentation animale, donc je pense qu'il faut en parler. Alors, en tout cas dans notre domaine, je pense que si on en est là aujourd'hui, au niveau de la compréhension de la physiopathologie de la dépression et d'autres maladies comme Alzheimer, Parkinson, autisme et autres, c'est en partie grâce au modèle animal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un cerveau qui est similaire. La neurochimie est la même. Donc du coup, on va se servir du modèle animal pour générer, donc produire des pathologies, simuler des pathologies, de manière à mieux les comprendre. Parce que alors, chez l'animal, donc on a des méthodes invasives qui nous permettent d'aller dans le cerveau pour voir ce qui se passe, ce qu'on ne peut pas faire chez l'homme. Et puis, par exemple ici, vous avez on a testé la réserpine chez le singe, donc, qui va exprimer des symptômes dépressifs. Et puis, ici, lorsqu'on le traite avec un anti-MAO, donc un médicament antidépresseur, le singe retrouve un peu son comportement normal. Nous avons des situations ici, donc le test, on appelle ça le test de la séparation. Donc, vous imaginez un enfant qui est séparé de ses parents, qui est mis dans en orphelinat, une maison d'accueil. Eh bien, il va peut-être déprimer, donc, voire même subir une dépression. C'est ce qui se passe chez le singe. Donc on a des situations ici, le labyrinthe en croix, donc un animal, vous le mettez dans un dispositif, comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va se réfugier dans les branches fermées, il va se protéger. Et puis il a peur du vide. Test du désespoir, vous mettez un rat dans un bécher à 3/4 plein d'eau. Eh bien, le rat, attention, tous les mammifères nagent, donc c'est un très bon nageur. Sauf que lorsqu'il voit qu'il n'y a pas d'issue, il s'immobilise et il se laisse couler. Donc on le récupère. Alors tous ces tests, ils sont importants. Pourquoi? Parce que ça nous permet de tester des médicaments. Donc on va leur donner des médicaments pour voir quel est le potentiel antidépresseur de ces médicaments. Si les animaux, dans ces tests-là, sont moins stressés, sont moins anxieux, ça veut dire que le médicament est probablement antidépresseur. Et du coup, on va passer à la phase clinique chez l'homme. Alors chez l'animal, de manière intéressante aussi, c'est qu'on peut voir dans le cerveau ce qui se passe en termes de sérotonine et puis que fait le médicament, le mécanisme d'action. Alors la dépression, je vais vous parler de la piste hormonale. Donc souvent, c'est un problème de dysfonctionnement hormonal. Et puis c'est souvent un stress qui perdure, chronique, qui peut fragiliser les personnes et peut les emmener vers la dépression. Alors quand on parle de stress, on va évoquer le docteur Cellier, donc un endocrinologue spécialiste des hormones canadien, qui a donné le nom. D'ailleurs, le stress, c'est un mot anglais, donc ce qui serait plus convenable de dire en français, je suis tendu, plutôt que je suis stressé. Stress, c'est tendre. Voilà, ça vient de l'anglais. Alors selon lui, alors lui, il dit quand vous entendez le mot stress, tout de suite, on a une connotation négative. Alors attention, faux, parce qu'il dit que c'est au contraire, c'est une réaction adaptative de l'organisme. Face à un stress, l'individu va puiser, donc on va mettre en place des réponses hormonales, des réponses biologiques pour combattre le stress. Donc c'est une réponse adaptative. Et selon Cellier, il dit heureusement que nous avons ces réponses face au stress, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Homo sapiens, il n'aurait pas survécu. Donc réaction positive. Alors on va évoquer la résilience. Je ne sais pas si vous avez vu Cyrulnik, Boris Cyrulnik en parle beaucoup. Donc on peut assimiler une réponse au stress à la résilience. La résilience, c'est un mot physique.
C'est comment un matériau résiste à un choc. Puis ça a été emprunté, la psychologie a repris ce terme pour voir comment des personnes qui subissent un choc psychologique, comment ça les affecte et comment ils sont capables de restaurer, de retrouver un équilibre pour s'insérer à nouveau dans la société. Donc on est exactement dans de la résilience. Et ça, c'est de la plasticité aussi, hein, plasticité cérébrale. Donc ce sont des réponses adaptatives. Alors le stress, rapidement, donc vous avez deux formes de réponse à un stress. Vous avez d'abord des réponses rapides. Imaginez, on est dans cette salle, vous avez un individu qui entre dangereux, et qu'est-ce qu'on fait? Comment réagirions-nous? Voilà. Alors vous avez la règle des 3 F. 3 F. Vous avez le fight, et ça c'est Sellier qui le dit. Fight, c'est-à-dire on va se battre. Alors des fois, on peut y laisser des plumes. Vous avez le flight. Flight, c'est la fuite. C'est aussi une très bonne réaction. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le 3e F, c'est freeze. Et là, vous êtes tétanisé. Et là, vous êtes une proie facile. Alors justement, normalement, l'adrénaline, elle est là pour vous éviter ce freeze, hein, d'être tétanisé. Donc dès qu'il y a danger, l'hypothalamus, c'est une structure importante du cerveau, va envoyer directement un message nerveux très rapide à la cortico-surrénale, la glande surrénale qui est une glande qui est localisée au niveau du rein, qui va libérer l'adrénaline. Que fait l'adrénaline? Accélération du rythme cardiaque, augmentation de la glycémie, vous avez besoin d'énergie, augmentation de la respiration, les dilatations des alvéoles, des bronches. Donc vous avez tout pour augmenter le métabolisme, pour vous battre. Et puis vous avez aussi une augmentation de la vigilance, votre niveau d'éveil, vous êtes alerte. Donc du coup, ce sont des réactions positives, d'adaptation. Quand on parle voilà, des gens disent on est stressé, le stress me bloque. Heureusement qu'on a ce stress. Il faut travailler justement pour ne pas être bloqué par le stress. Parce que si on n'avait pas de stress, on ne serait peut-être pas performant. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, vous avez le cortisol. Alors le cortisol, tout le monde connaît. Vous avez tous entendu parler de la cortisone. La cortisone, c'est le médicament. On le fabrique de manière endogène. C'est une hormone qui est libérée en cas de stress. Le cortisol est libéré. Et donc, en fait, le cortisol prend le relais de l'adrénaline, parce qu'il va faire la même chose. Il va produire de l'énergie. On a besoin d'énergie quand on est stressé pour résister. C'est un anti-inflammatoire. Dès qu'il y a une inflammation du corps, le corps produit du cortisol pour baisser l'inflammation. Et quand vous n'y arrivez pas, on vous donne de la cortisone exogène. Et puis, malheureusement, c'est un immunodépresseur. C'est-à-dire que ça va baisser votre niveau immunitaire. Et ça vous rend vulnérable, hein, quand le stress est là. Et d'ailleurs, pour des personnes qui reçoivent des greffes, par exemple, on leur donne de la cortisone. Pourquoi? Pour limiter les réponses immunitaires, hein, pour qu'elles acceptent le greffon. C'est pour ça qu'on dit que ça a un rôle en immunodépresseur. Bon, schématiquement, comment ça se passe? En fait, dès qu'il y a un stress, donc là j'ai modélisé le circuit, l'hypothalamus va libérer différentes hormones qui vont agir sur la cortico-surrénale qui se met à libérer du cortisol. Alors le cortisol, attention, il est quand même dangereux. Vous voyez, il baisse le système immunitaire, donc on a tout intérêt à le maîtriser. Donc vous avez des boucles de régulation, et cette boucle, une des boucles de régulation passe par l'hippocampe. L'hippocampe qui est une structure nerveuse qui est impliquée dans des fonctions cognitives telles que la mémoire, les apprentissages. Et puis l'hippocampe est connecté à l'amygdale, les émotions, au circuit de la récompense, la sphère affective, émotionnelle. Donc c'est une structure très très importante. Alors justement, les neurones de l'hippocampe possèdent des récepteurs au cortisol. Dès que le cortisol augmente dans le sang, il est détecté par ces récepteurs et ces neurones vont tout de suite envoyer un signal négatif pour arrêter le cortisol, pour dire ça suffit, il y en a assez, ce n'est pas la peine de faire plus. Donc ce sont des boucles de régulation négatives. Donc au passage, je vous ai parlé tout à l'heure de mélatonine et je vous ai dit qu'elle était très exprimée pour la genèse du sommeil. Le cortisol, il faut savoir que c'est l'inverse. Pendant la nuit, on baisse notre sécrétion de cortisol. Donc la nuit, on baisse notre fréquence respiratoire, notre fréquence cardiaque, la tension artérielle, et donc on n'a pas besoin de cortisol. Par contre, on en aura besoin à partir de 4-5 heures du matin, donc on a un pic de cortisol pour nous préparer aux sollicitations de la journée, physique, intellectuelle. Donc c'est un peu un booster, hein, ça vous donne la pêche.
Alors, le constat que font les spécialistes de la dépression, c'est qu'il y a chez le dépressif des augmentations de cortisol, des concentrations très importantes de cortisol dans le sang. Donc ici, par exemple, par rapport à des sujets non dépressifs. On retrouve aussi ce cortisol salivaire. Donc on va essayer de comprendre pourquoi il y a du cortisol élevé chez le dépressif. Donc je reprends ce schéma, et là, si vous remarquez, j'ai mis stress chronique. Comme je vous ai dit, donc les spécialistes de la dépression pensent que, en fait, une dépression, elle peut découler d'un stress chronique qui s'installe, qui fragilise la personne et qui va sombrer dans la dépression. Alors, je prends l'exemple ici du harcèlement. Harcèlement qui est un bel exemple de stress chronique. Imaginez une personne qui subit du harcèlement dans son travail ou à l'école. Il y a beaucoup d'histoires dans les réseaux sociaux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est la dépression suite à un harcèlement quand on laisse faire. On déprime, donc on tombe dans la dépression et ça peut même aller au suicide. Et du coup, c'est rentré dans la législation. C'est-à-dire que si maintenant on a des preuves qu'on est harcelé, donc vous envoyez le harceleur au pénal. Donc ça, c'est sérieux. Alors dans le harcèlement, on dit qu'il y a 3 personnes, 3 acteurs. Vous avez le harceleur qui est quelqu'un de très sournois, qui ne va pas s'attaquer à n'importe qui. Il va choisir sa cible, il va généralement choisir quelqu'un qui est vulnérable. Vous avez les acteurs, malheureusement, qui des fois ne parlent pas, voient les choses mais laissent faire. Alors que ça pourrait changer les choses. Et malheureusement, vous avez le harcelé qui, lui, subit et ça fait des dégâts. Alors regardez ce que ça peut faire d'un point de vue hormonal. Alors ici, donc stress chronique, alors bien sûr c'est l'hypothalamus, l'amygdale qui détecte, qui envoie, donc qui va solliciter la surrénale qui se met à libérer du cortisol. Alors le cortisol est libéré de manière chronique puisque le stress il est là. Le souci c'est que les récepteurs, à force de fixer le cortisol, eh bien ils se fatiguent. Ils se fatiguent, ils disparaissent, ils se désensibilisent, se dégradent, et ça va même plus loin, les neurones dégénèrent. Donc les niveaux élevés de cortisol vont provoquer la mort cellulaire de ces neurones. Donc ces neurones disparaissent, ça veut dire qu'on n'a plus d'emprise sur la régulation. Donc on a un système qui est livré à lui-même et qui se met à libérer du cortisol de manière anarchique. Et c'est là qu'on est dans une situation où le cortisol est très élevé. Alors ça fait peur quand on regarde ça. Alors là on est quelque part, on modélise un peu la dépression. C'est un peu ce qui se passe dans la dépression. Vous avez une structure ici, donc je rappelle l'hippocampe, qui est très importante dans les fonctions cognitives, les apprentissages, la mémoire, vous voyez, les souvenirs. Et donc vous perdez les neurones de l'hippocampe. Donc ça veut dire que les conséquences, ça va être le déclin cognitif. On va avoir du mal à apprendre, on ne se rappellera pas de nos souvenirs. Et quand on regarde ça, on se dit, il vaut mieux pas tomber dans une dépression. Alors, c'est là où on va reparler de plasticité. Heureusement que le cerveau, il est quand même doté d'une extraordinaire capacité d'adaptation. Alors, il ne va pas rester les bras croisés. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que va intervenir le RAFé. Alors, le RAFé, rappelez-vous, c'est justement ces neurones qui fabriquent la sérotonine. Et regardez en quoi elle est importante, cette sérotonine. En fait, le RAFé va produire de la sérotonine et va l'envoyer jusque dans l'hippocampe. Il y a des récepteurs à la sérotonine. Donc cette sérotonine va se fixer sur ces récepteurs. Et les neurones de l'hippocampe, ceux qui restent, eh bien, ils vont se mettre à produire du BDNF. Le BDNF, c'est un facteur de croissance. Ce facteur de croissance, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il empêche les neurones de mourir, c'est un neuroprotecteur. Il va solliciter un processus de plasticité très important qu'on appelle la neurogénèse. Il faut savoir que la neurogénèse, c'est une naissance de nouveaux neurones. Ça veut dire que grâce au BDNF, l'hippocampe va reconstruire ses réseaux inhibiteurs pour reprendre la main sur l'inhibition. Donc il va à nouveau être capable de réguler le cortisol. Donc c'est une réparation. Alors ça c'est intéressant, je vous ai mis ici, on est dans un processus de récapitulation du développement. En fait, un cerveau mature, quand il subit un traumatisme, qu'il soit physique ou psychologique, en fait il va puiser dans ses ressources internes et il va il va récapituler le développement et il va faire appel au scénario qu'il a déjà vécu quand il est né, quand il s'est construit. Donc il va solliciter les mêmes recettes, le BDNF et d'autres molécules, pour reconstruire ces réseaux neuronaux. Donc on est dans un processus de reconstruction. Et ça,
On est tous capables de le faire. Et la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi certaines personnes sombrent dans la dépression alors qu'elles ont ces capacités endogènes. Quelles sont les raisons pourquoi elles n'y arrivent pas? Alors attention, on est dans cette salle, on passe des fois des périodes difficiles où on est vulnérable, et peut-être qu'un événement va peut-être nous atteindre et on va peut-être sombrer dans la dépression, alors qu'à un autre moment on est bien, on ne va pas sombrer. Vous voyez, donc et ça c'est une question d'actualité, donc on ne comprend pas encore pourquoi certaines personnes sombrent et pas d'autres. Alors pour les personnes justement qui n'ont pas trouvé cette capacité de s'adapter, eh bien on va les aider. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, une possibilité, c'est la pharmacologie, la thérapie pharmacologique, le médicament. Alors le médicament, il n'y en a pas 36 000. Vous avez alors, la famille des antidépresseurs, vous avez le Prozac. Alors qu'est-ce que le Prozac? La fluoxétine, c'est le nom scientifique. Alors le Prozac fait partie de la famille des ISRS, inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine. Alors regardez comment ça marche, c'est simple, hein. Regardez ici. Vous avez un transporteur de la sérotonine. En fait, lorsque la sérotonine ici est libérée, eh bien, elle va agir sur ses cibles, sur ses récepteurs, de manière à ce que l'hippocampe fabrique la neurogénèse, reconstruise les réseaux. Mais cette sérotonine, quand elle a agi, elle est recapturée par les transporteurs et stockée. Donc elle est préservée pour la réutiliser ultérieurement, parce que ça coûte de fabriquer la sérotonine. Et c'est là qu'intervient le Prozac. En fait, le Prozac, il vient se fixer sur le transporteur et il empêche la sérotonine d'être capturée. Ce qui permet à la sérotonine de rester plus longtemps et d'agir plus longtemps sur ses récepteurs et de provoquer une fonction plus durable. Voilà comment agit le Prozac. Alors ici, le Prozac, une fois qu'il a agi, bien sûr, si on augmente la sérotonine, donc du coup les neurones vont augmenter le BDNF, on répare les réseaux, donc on booste la plasticité. Et puis, il y a cette relation symbiotique qui est intéressante entre le RAFé et l'hippocampe, c'est-à-dire que ce BDNF va être envoyé jusque au niveau des neurones du RAFé, parce que les neurones, pour fabriquer leur sérotonine, ils ont besoin de BDNF. Donc on est dans une relation, on est dans du win-win, hein. C'est du donnant-donnant. Donc on est dans une forme de cercle vertueux. Voilà comment ça marche. Et le Prozac nous permet de booster cette relation symbiotique. Alors ici, c'est les structures qui sont touchées dans la dépression. Donc les 4 structures qui reviennent, qui sont les plus affectées, c'est l'hippocampe. Alors pourquoi elles sont affectées déjà? Parce qu'elles sont toutes dotées de récepteurs au cortisol. Alors l'hippocampe, c'est les apprentissages, la mémoire, donc les conséquences, hein, donc c'est au niveau de ces fonctions-là. Le cortex frontal est très touché dans la dépression. Alors qui dit cortex frontal, c'est les fonctions exécutives, planification, résolution de problèmes. Donc ce sont des fonctions qui sont détériorées dans la dépression. L'amygdale, c'est la structure qui va gérer les émotions. Alors l'amygdale, généralement, elle s'active chez le dépressif, et donc elle va générer de l'anxiété en s'activant. Et puis vous avez ce fameux circuit qu'on appelle le circuit de la récompense, le circuit hédonique, qui est un circuit dopaminergique, hein, c'est une autre molécule. Et ce circuit, il est très important parce qu'il est impliqué dans toutes les sensations de plaisir, le comportement motivé, et puis la motivation. Donc voilà ces 4 structures très importantes qui sont touchées chez le dépressif, donc ça peut vous donner une idée de comment souffre le dépressif. Alors si on s'amuse à mesurer, faire de la volumétrie, donc par de l'imagerie anatomique, donc on va mesurer la structure, le volume de l'hippocampe, on va s'apercevoir que le volume est réduit, significativement réduit chez le dépressif, par rapport à un sujet dans le dépressif. Donc quand on sait qu'on perd nos neurones, hein, eh bien automatiquement on a un rétrécissement de l'hippocampe, ce qui est logique. Attention, c'est réversible heureusement, grâce à la neurogénèse et à la sérotonine, hein. Et avec l'âge, on s'aperçoit qu'on a une baisse du volume de l'hippocampe, ce qui est logique. Mais attention, on peut éviter justement cette baisse, vous allez voir tout à l'heure, en faisant du sport et autres, hein. Alors ce qui est intéressant, vous avez une étude de l'INSERM, hein, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui montre que en fait, notre cerveau, biologiquement, il a été conçu pour supporter un certain nombre de dépressions dans une vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la vie n'est toujours pas rose. Donc on a tous des moments difficiles et apparemment nous sommes armés pour ça.
Alors j'ai trouvé cet article très intéressant, assez récent. Le simple fait d'avoir des idées récurrentes négatives, vous voyez, c'est rien, hein. Ça va faire en sorte que le cerveau produise des molécules, entre guillemets, pathologiques qu'on va produire normalement dans la pathologie d'Alzheimer, qui vont induire de la démence, dégénérescence neuronale. Voilà, donc il faut positiver, hein. Il n'y a pas mort d'homme, voilà, il faut trouver, si on n'y arrive pas, il y a des solutions, il y a des professionnels qui nous aident à positiver et à sortir de ces idées négatives, hein. Très important tout ça. Le cortex frontal, comme je vous ai dit, donc actuellement il y a pas mal d'études qui montrent que la substance grise, hein, donc les neurones disparaissent. Donc il y a une réduction du volume du cortex frontal dans la dépression. Tâches exécutives, problèmes de planification, résolution de problèmes, etc. L'amygdale. L'amygdale, donc, c'est le siège des émotions. On dit, dès qu'il y a un stimulus dangereux, c'est capté par l'œil, la rétine, et ça va tout de suite, avant même d'être traité dans le cortex visuel, hein, vous avez un arc réflexe qui arrive au niveau de l'amygdale. Que fait l'amygdale? L'amygdale s'active et va activer l'axe du stress de manière à trouver des réponses adaptatives. Vous voyez, très importante cette amygdale. Et regardez chez le dépressif, lorsqu'on mesure l'activité de l'amygdale, on s'aperçoit qu'elle est anormalement élevée. Donc, si on a une amygdale qui est très activée, ça veut dire que le circuit du stress est constamment actif. Anxiété, mal-être et compagnie, hein. Circuit de la récompense. Donc là, on est dans une deuxième molécule très importante, la dopamine, hein, quand on parle de la molécule du plaisir, la molécule du bonheur. Et cette dopamine, en fait, elle est synthétisée dans le circuit de la récompense. Alors ce circuit très important, c'est le circuit des comportements motivés. Je vais prendre un exemple. Par exemple, vous mangez une glace. Donc vous appréciez, hein, le goût, la saveur, la fraîcheur de la glace quand il fait chaud. Eh bien, c'est l'hypothalamus qui détecte tout ça, ces sensations. Il va envoyer des signaux à une structure qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale. Ce sont les neurones qui fabriquent la dopamine, qui se mettent à libérer la dopamine. La dopamine va agir sur ces cibles diverses et on va ressentir le plaisir. Alors dans cette situation-là, bien sûr, toute sensation plaisante, elle va être enregistrée dans l'hippocampe. Donc on va mémoriser cette situation, qui fait que 2 semaines, 3 semaines, un mois après, le simple fait de voir une glace, eh bien ça va réactiver, donc on a mémorisé tout ça, ça va réactiver les réseaux, la dopamine est libérée, et donc c'est un peu ça nous donne envie d'aller acheter une glace. Vous voyez? Et alors ce circuit, c'est aussi le circuit de l'addiction, malheureusement. Toutes les drogues addictogènes qui produisent de la toxicomanie, eh bien, elles vont agir, elles ont pour cible ce circuit, elles vont provoquer dans un premier temps une libération massive de dopamine jusqu'à épuisement du circuit. Et là, on est dans l'addiction, le mal-être. Alors, si on mesure maintenant la dopamine chez le dépressif, ici vous avez des sujets normaux, des sujets dépressifs, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a une réduction de concentration de dopamine dans le cerveau, ce qui peut se traduire par une baisse des sensations de plaisir, baisse de la motivation, puisque c'est le rôle, hein, de la dopamine. Alors une autre piste intéressante, la thyroïde, une autre hormone qui est impliquée dans la dépression. Alors cette thyroïde, rapidement, donc, elle va libérer des hormones T3, T4, thyroxine, triiodothyronine. C'est le lévothyrox que prennent certaines personnes qui ont une hypothyroïdie, par exemple. Et ces hormones sont très importantes parce qu'elles sont impliquées dans l'énergie de l'organisme. C'est les hormones du métabolisme énergétique, les hormones calorigènes. Alors regardez, actuellement, on peut mesurer l'énergie cérébrale, hein, par de l'imagerie, c'est-à-dire des paramètres comme le glucose, l'absorption du glucose, de l'oxygène. Et regardez, comparer un cerveau dépressif versus un cerveau non dépressif. Donc tout ce qui est donc les couleurs feu, jaune, c'est des zones très actives du cerveau. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est pas actif. Regardez la cartographie énergétique d'un cerveau dépressif. Donc c'est comme s'il était anesthésié. Et c'est ce qui peut expliquer cette fatigue, cette baisse de motivation, ce mal-être, etc. Donc ça se trouve, c'est une histoire d'énergie aussi, cette dépression.
Alors de manière intéressante, on s'est aperçu lorsqu'on fait des bilans chez des personnes qui ne répondent pas au Prozac, on fait des bilans sanguins, on s'aperçoit que ces personnes ont des niveaux d'hormones thyroïdiennes très basses, donc probablement une hypothyroïdie. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté de la T3, de l'évothyrox, plus le Prozac. Eh bien, ces hormones vont agir au niveau de leurs récepteurs, au niveau du cerveau, et vont rehausser les niveaux énergétiques. Donc on peut revenir à ce niveau-là, et ça se traduit par une réduction des symptômes dépressifs. Oui, donc ça, je vous parle en fait du terrain hormonal. Donc souvent dans la dépression, alors il n'y a pas que la sérotonine, il n'y a pas que le cortisol, il y a aussi il faut vérifier aussi ces hormones thyroïdiennes. Ça fait partie des bilans qu'on pourrait faire. Je vous en parlerai aussi. Au passage, le lithium, hein, lithium qu'on trouve dans les batteries de voitures, qui est un très bon stabilisateur de l'humeur. Par contre, on ne sait pas du tout ce qu'il fait, donc on commence à comprendre son mécanisme d'action. En fait, le lithium, il augmente les récepteurs des hormones thyroïdiennes dans le cerveau. Et donc, du coup, on explique un peu son effet positif. Donc, on rétablit l'énergie cérébrale. La génétique. Alors, il y a malheureusement une prédisposition génétique, on commence à comprendre. Certaines personnes vont avoir des gènes altérés, qui fait qu'elles vont elles vont plus facilement exprimer une dépression. Alors ce gène, c'est le gène du transporteur. Donc c'est un papier intéressant dans Science qui fait ce travail, qui montre ce travail. Et certaines personnes vont avoir un gène court pour ce transporteur. Alors regardez, je vous explique. Alors normalement, la sérotonine, lorsqu'elle est libérée, donc elle va agir sur ses cibles et puis elle est recapturée par ce transporteur très important pour restocker la sérotonine et la préserver pour la réutiliser. Alors les personnes qui sont porteuses du gène court vont synthétiser le transporteur, mais en faible nombre, comparé aux personnes porteuses du gène long, qui vont justement synthétiser plus fortement ce transporteur. Donc plus on a de transporteurs, plus on va être capable de récupérer la sérotonine et de la préserver. Moins on a de transporteurs, moins on est capable de faire ça. Et c'est pour ça qu'on dit que les personnes qui sont porteuses du gène court, qui sont moins capables de de préserver leur sérotonine, sont plus susceptibles de sombrer dans la dépression en cas de problème. On a fait une expérience intéressante ici, donc on a séparé les groupes. Ici, vous avez un groupe porteur du gène court, porteur du gène long. On fait une imagerie donc fonctionnelle, donc on enregistre l'activité de leur cerveau et on est allé voir l'amygdale, comment l'amygdale réagit face à des images à connotation négative, des visages qui expriment la peur. Et on s'aperçoit que les personnes qui portent le gène court réagissent lorsqu'elles voient ces images, l'amygdale s'active. Alors que ce n'est pas le cas chez les personnes qui portent le gène long. Alors il faut savoir que si l'amygdale s'active, elle va tout de suite activer l'axe du stress, et donc c'est l'anxiété, c'est le mal-être et la peur, etc. Alors une explication. Alors ça c'est intéressant parce qu'on pense que les personnes qui sont porteuses du gène court, eh bien, le circuit affectif et émotionnel, on va dire, ne s'est pas bien formé dans le développement. Normalement, l'amygdale elle est surveillée par le cortex singulaire. Le cortex singulaire, c'est entre autres ce qui fait de nous des personnes empathiques. Vous voyez ? Ce cortex singulaire, normalement, dès que l'amygdale s'active, eh bien, il va envoyer un message négatif pour maîtriser l'activité, empêcher l'activité anarchique de l'amygdale. Chez les personnes qui portent le gène court, ces réseaux sont très faiblement représentés. Alors, sans parler de génétique, on peut imaginer une personne pendant son enfance qui a vécu des moments difficiles, donc graves. Eh bien, ces circuits qui sont en construction, ces circuits affectifs, émotionnels, peuvent être altérés par des événements négatifs de la vie, donc ils sont façonnés par l'environnement. Ce qui fait que ces réseaux se construisent mal, et que probablement plus tard, ça peut faire de ces personnes-là des personnes prédisposées à la prise de drogue, qui vont mal gérer leurs émotions dans des contextes précis, etc. Mais nous avons des solutions endogènes. Alors, une solution endogène ici, c'est l'ocytocine. Alors, l'ocytocine, cette hormone maternelle, l'hormone du sentiment parental, l'hormone de l'amour,
l'amour passionnel, l'amour parental, la confiance, donc c'est l'hormone des rapports sociaux. Eh bien, il faut savoir que l'ocytocine, au niveau de l'amygdale, vous avez des récepteurs à l'ocytocine. Eh bien, l'ocytocine, lorsqu'elle est libérée normalement, elle vient protéger les circuits. Donc ça veut dire, imaginez un enfant, vous lui faites un câlin, donc vous avez un enfant, donc on dit qu'il faut être démonstratif dans ses sentiments, câliner, embrasser, serrer contre soi. L'enfant va produire de la sérotonine, de l'ocytocine, et donc va bien construire ses réseaux affectifs et émotionnels qui fera de lui plus tard quelqu'un qui pourra maîtriser plus facilement ses émotions. Contrairement à un enfant qui, lui, a subi malheureusement des traumatismes. Et c'est symbiotique. Ça veut dire que même le parent qui va donner un câlin, lui-même va produire de l'ocytocine et va être dans une forme de bien-être. Hein. Vous voyez, donc c'est bilatéral. Bon, là, c'est juste le corrélat, donc sérotonine-dépression. Maintenant, c'est avéré que dans certaines formes de dépression, vous avez une baisse de sérotonine hein, dans les structures qui produisent la sérotonine, l'aura fait par rapport à ici, hein, et dans le cortex frontal. Alors, on a 2 fois plus de sérotonine, les hommes, que les femmes. Ça, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Donc, est-ce que ça peut expliquer le fait que les femmes sombrent plus dans la dépression? Donc là, c'est le mystère. Alors attention, peut-être que les femmes ont moins de sérotonine, mais elles ont les oestrogènes. Les oestrogènes ont de très très grandes fonctions cognitives. Hein. Donc on commence à découvrir le rôle des oestrogènes. Vous voyez, donc il y a des compensations quand même. Les médicaments. Alors les médicaments, je vous le dis d'emblée, il n'y a pas de solution miracle. Citez-moi un médicament qui guérit une maladie neurologique. Il n'y en a pas. Qu'on parle d'Alzheimer, qu'on parle de Parkinson, de sclérose en plaques, de schizophrénie, d'autisme, vous n'avez aucun médicament qui guérit. Vous avez des médicaments qui soulagent. On n'a pas de médicament miracle. C'est le cas de la dépression. On n'a pas de médicament miracle. On a des médicaments qui donnent des résultats, notamment le Prozac. Alors ici, le Prozac, c'est un médicament qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, la sérotonine est libérée, vous avez le transporteur qui récupère la sérotonine. Quand la sérotonine est déficitaire, eh bien, le Prozac, il empêche la recapture, il permet à la sérotonine d'agir plus longtemps pour faire des effets. Voilà. Alors vous en avez d'autres, hein, je ne vais pas trop en parler parce qu'on n'a pas trop le temps. Comment marche le Prozac? Alors le Prozac, c'est découvert dans les années 70. Donc je représente ici l'illustration de la transmission sérotoninergique avec un neurone qui fabrique la sérotonine, qui va la libérer. La sérotonine agit sur ses récepteurs. Alors normalement, la sérotonine est récupérée par les transporteurs. Alors, on va rajouter une donnée, c'est qu'au niveau présynaptique, vous avez des autorécepteurs. Alors ces récepteurs, ils sont importants. Pourquoi? Parce que dès qu'ils fixent la sérotonine, ils envoient des signaux négatifs à la source pour dire stop, ça suffit, le message est passé, ça ne sert à rien d'en fabriquer plus. C'est l'autorégulation. Tout système biologique fonctionne comme ça, à l'économie. Quand on va donner du Prozac pour la première fois, donc on est en phase d'administration aiguë, le Prozac va se fixer sur les transporteurs, donc il empêche la recapture. Sauf que, en empêchant la recapture, la sérotonine s'accumule, mais elle va agir sur ses récepteurs, les autorécepteurs. Que font les autorécepteurs? Ils envoient des signaux négatifs pour arrêter la libération de sérotonine. Donc on obtient le contraire de ce qu'on veut. On est chez un individu qui n'a pas assez de sérotonine, on donne le Prozac pour rehausser la sérotonine et on obtient l'inverse. Et c'est pour ça que les patients se sentent mal. Dans les 2 premières semaines, ils disent que le traitement n'est pas efficace. Il faut attendre 2-3 semaines pour que ces neurones, donc on est en phase chronique, donc on continue à traiter, le Prozac va désensibiliser ces récepteurs, la sérotonine, hein, donc plus de signaux négatifs, et vous avez là un système qui booste, qui libère, et une action au niveau des récepteurs, et là on commence à avoir des effets. Alors si on veut aller plus loin, pour vous dire que le médicament est quand même pas anodin, si on continue, à votre avis, si on continue à traiter, que va-t-il se passer au niveau de ces récepteurs? Et voilà, ils vont aussi disparaître. Et donc là, vous allez aggraver le problème. Ça veut dire que dès que ça va mieux, il faut trouver d'autres solutions. Le médicament n'est pas une solution pérenne. Donc il faut trouver, on considère comme une béquille hein, qui va aider, mais il ne faut pas compter que là-dessus, donc il faut trouver d'autres solutions.
Alors les autres solutions, vous en avez pas mal. Vous avez par exemple la stimulation magnétique transcrânienne. Donc on va stimuler une région du cerveau qui est le cortex frontal. Pourquoi le cortex frontal? Parce qu'il est directement connecté avec le circuit de la récompense. Donc en stimulant le cortex frontal, on va réveiller quelque part les neurones qui fabriquent la dopamine, donc on va les booster, on va avoir une libération de dopamine et probablement une restauration de la motivation, des sensations de plaisir, etc. Alors généralement, ce sont des méthodes qu'on utilise chez des personnes résistantes au Prozac. On parle de dépression pharmaco-résistante. Alors quand ça ne marche pas, bon là c'est très invasif, on va implanter carrément des électrodes pour aller stimuler le circuit de la récompense. Un peu comme on fait dans Parkinson pour aller stimuler la substance noire, hein. C'est pareil. Alors l'activité physique, méthode douce, peu coûteuse. Alors l'activité physique, elle a montré, donc il y a des méthodes, des articles qui sortent et qui montrent que on va produire, grâce au sport, du BDNF, très important pour la neurogénèse, la plasticité, mais également du VEGF. Alors le VEGF, c'est un facteur vasculaire qui protège les vaisseaux. Vous savez qu'avec l'âge, on est plus sujet aux accidents vasculaires cérébraux. Donc le fait de faire du sport de manière régulière, eh bien, empêche cela. Très important. Donc là, on l'a déjà vu, hein, avec l'âge, on a des diminutions de volume, ça c'est logique, hein, de l'hippocampe parce qu'on perd les neurones, la neurogénèse diminue, etc. Mais on a des solutions pour empêcher cette cinétique, pour la retarder du moins, regardez. Alors ici, on a fait un travail sur des personnes âgées, non démentes, qui pratiquent du sport de manière régulière, donc on a mesuré leur capacité respiratoire. Plus on fait du sport, et plus on a une bonne capacité respiratoire, la quantité d'oxygène absorbée, hein. Donc ça, on peut le mesurer. Et plus les personnes ont une capacité respiratoire importante, mieux leur cerveau se porte. Vous voyez, donc les bienfaits de l'activité physique. Il est très intéressante cette étude, donc une étude longitudinale. On a suivi des retraités pendant 9 ans. Alors ce qu'ils font, ils font juste leur petite promenade le matin. Ils sortent leur chien, ils rencontrent les collègues, ils marchent un petit peu. Ils font en moyenne 14 km par semaine, ce qui n'est pas grand-chose. Et regardez les bienfaits au niveau du cerveau. Il y a tout qui est reconfiguré, le cortex frontal, augmentation de la matière grise, plasticité structurale, neurogénèse au niveau de l'hippocampe. On a même regardé les systèmes sensoriels ici, le cortex temporal, c'est l'audition. Il faut savoir que les systèmes sensoriels vieillissent. On entend moins quand on vieillit, on voit moins. Et peut-être que le fait de faire du sport de continuer à faire du sport en restant dynamique, va peut-être retarder le vieillissement de nos systèmes sensoriels. Vous imaginez? Plasticité cérébrale, induite par le sport, l'activité. Alors cet auteur, Erickson, a fait une belle comparaison. Donc, en fait, il compare le cerveau d'un dépressif à un cerveau vieillissant. Alors avec l'âge, on s'aperçoit qu'il y a une baisse de BDNF, donc cette molécule très importante qui va booster la neurogénèse. Donc s'il y a une baisse de BDNF, baisse du volume de l'hippocampe, et donc on s'attend à avoir un déclin cognitif, baisse de la mémoire. Dans la dépression, c'est pareil. Donc c'est un déficit de sérotonine. Les conséquences, on les retrouve au niveau du BDNF qui baisse, comme on l'a dit tout à l'heure. Baisse de la neurogénèse, du volume de l'hippocampe. Et là, on est dans la dépression. Donc une solution pour prévenir ces deux modèles, eh bien, c'est l'exercice physique, puisqu'avec l'exercice, on va augmenter cette molécule magique, hein, le BDNF, qui est responsable de la neurogénèse, responsable de la plasticité de l'hippocampe, et donc préserver nos fonctions cognitives. L'alimentation. Là aussi, hein, on dit que le premier médicament du cerveau, c'est l'alimentation, hein. Alors là, ici, une belle étude qui montre que des consommateurs réguliers de thé vert, eh bien, vont avoir une très bonne plasticité cérébrale, vont moins stresser parce qu'ils vont produire plus de BDNF, parce que dans le thé, vous avez des molécules, en plus de la caféine, qui vont aller contrer tous les circuits du stress. Donc c'est pas pour rien que les Chinois consomment beaucoup de thé, hein, culture ancestrale. Donc c'est tout un rituel, hein, chez eux. Les Japonais aussi. La supplémentation diététique. Là aussi, s'il y a des naturopathes, des diététiciens dans la salle, ils savent tout ça, hein. Donc il y a pas mal de solutions alimentaires, hein. Vous avez ici la choline qu'on va trouver dans le jaune d'œuf. Des œufs au plat le matin, par exemple, très bon parce que ça va produire de la choline. La choline, c'est grâce à la choline qu'on va produire l'acétylcholine.
qui est manquante dans la pathologie d'Alzheimer. Et puis, on va directement jouer sur le BDNF au niveau de l'hippocampe, la neurogénèse. La taurine, la boisson Red Bull, pareil. Vous avez le curcuma, épice indienne, anti-inflammatoire. Tout ce qui concerne les acides gras polyinsaturés, l'huile d'olive. Vous savez, il y a pas mal de solutions alimentaires, donc un bon équilibre alimentaire peut aussi prévenir l'hygiène cérébrale. Hein. Très très important. Le jeûne, donc la restriction alimentaire. Donc on a actuellement donc, des études avec le jeûne intermittent, très bons résultats, production de BDNF, très bon pour la santé. Hein. Donc vous avez un patient, un psychiatre américain qui propose du jeûne hein, à ces patients qui souffrent d'Alzheimer. Et en fait, il dit en exerçant le jeûne, on se met dans une situation de stress. C'est-à-dire là, vous rentrez chez vous, hein, vous ouvrez le frigo, vous allez manger ce soir, le frigo est plein. Donc à l'époque, il fallait aller chasser, il fallait sortir, risquer sa vie et tout ça. Et ça, c'est un stress. Et ce stress, il est bon pour le cerveau parce que grâce à ce stress, le cerveau produit des neurones pour pouvoir mieux s'orienter dans l'espace, aller chasser, etc. Donc on se remet dans ces situations-là pour rebooster un peu notre cerveau quelque part. Spiritualité. Donc là aussi, hein, nous ne sommes pas que matière. Hein, il ne faut pas oublier qu'on on est doté d'un esprit. Hein, nous sommes des êtres spirituels, qu'on le veuille ou pas. Ici, pas mal d'études. Hein, ici, une étude chinoise qui montre que le simple fait de méditer, votre cerveau va produire du BDNF. C'est un anti-stress. Vous allez diminuer le cortisol, donc la méditation. Ici, une étude intéressante qui montre on a en fait une admission de patients dépressifs. Donc en gris, ce sont des patients qui ne sont pas croyants, qui ne pratiquent pas, versus des patients croyants. On a mesuré leur niveau de BDNF plasmatique. Alors, à l'entrée, donc les patients qui croient pratiquent la prière, hein, prient tous les jours. Et puis on voit que la prière va augmenter, donc il y a une corrélation entre le fait de prier et les augmentations de BDNF. Alors il y a beaucoup d'études, hein, je ne peux pas tout citer, mais il y a pas mal de choses sur la spiritualité et la plasticité cérébrale. Donc dans cette étude-là, on a demandé à des prêtres danois de prier, et puis on a enregistré leur activité cérébrale. Et qu'est-ce qu'on regarde? On s'aperçoit tout de suite que le circuit de la récompense s'active. Donc circuit de la récompense, c'est la dopamine, synthèse de dopamine, libération de dopamine, et probablement un bien-être, un apaisement, une sérénité et compagnie. Hein. Première corrélation entre la sérotonine et la spiritualité. Donc là, c'est une chercheuse suédoise qui fait comment quantifier la spiritualité chez les gens, c'est difficile, c'est subjectif. Donc on va poser des questionnaires. Et puis les gens répondent et on va faire des cases, hein, les spirituels, les non spirituels. Et dans cette étude, elle a fait des mesures de sérotonine cérébrale et elle montre que plus on est spirituel et plus on va synthétiser de la sérotonine. Étude reproduite par une équipe coréenne. Les personnes qui ont cette capacité de méditer, de se transcender, vont avoir les niveaux plus élevés de sérotonine cérébrale. Et qui dit sérotonine dit régulation de l'humeur. Hein. Vous voyez pas ce qu'on a dit sur la dépression. Donc c'est peut-être un moyen, donc là vous avez un moyen de contrecarrer la dépression, puisque vous allez augmenter les niveaux de sérotonine. Et puis l'être humain, vous savez, vous avez cet exemple intéressant que je cite en 2001, hein, ça fait les 2 tours aux États-Unis, eh bien, on a eu une recrudescence des New-Yorkais qui fréquentaient donc, les lieux de culte. Hein. Quand on n'est pas bien, c'est aussi un refuge, hein, ça nous aide aussi à surmonter des épreuves. Et on commence à avoir des explications neurobiologiques à ça. Les plantes, ça a toujours existé, toutes les régions du monde, toutes les cultures. Vous avez des chamans au Mexique, Amérique latine, Sibérie, les druides en France, à la Gaule, hein. En Afrique, les gourous. Eh bien, ces gens-là connaissaient les plantes de manière empirique, donc des plantes qui guérissent. Vous avez des plantes ce qu'on appelle des plantes entéogènes. Alors ces plantes entéogènes, ce sont des plantes qui vont insuffler chez nous un sentiment de spiritualité. Vous avez l'ayahuasca par exemple.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces plantes qui favorisent un sentiment de spiritualité vont avoir pour cible la sérotonine. Elles vont augmenter les niveaux de sérotonine cérébrale. En notre corrélat, sérotonine et spiritualité. Alors, l'inflammation, rapidement. L'inflammation, c'est. Donc, on commence à s'intéresser à l'inflammation. Pourquoi? Parce que dans toutes ces pathologies neurologiques, qu'elles soient mentales ou neurodégénératives, il y a une inflammation du cerveau. Ici, un exemple, on a mesuré l'inflammation cérébrale chez des dépressifs qui sont suicidés dans le cortex frontal. On a des marqueurs de l'inflammation très importants. Pourquoi il y a une inflammation? Est-ce que derrière la dépression, il n'y a pas une inflammation du cerveau? Alors du coup, puisqu'il y a une inflammation cérébrale, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, certains chercheurs ont donné de l'aspirine, en plus du Prozac. Et ils ont montré de très bons résultats, donc une réduction des symptômes dépressifs chez les personnes qui prennent de l'aspirine. Voilà une autre piste, une autre perspective thérapeutique intéressante, l'utilisation d'anti-inflammatoires, puisqu'il y a une inflammation, aussi bien dans la dépression que dans les maladies neurodégénératives. Alors voilà rapidement comment ça agit. L'aspirine, en fait, elle va bloquer donc les facteurs de l'inflammation du cerveau. Alors quand il y a inflammation, eh bien, le tryptophane qui normalement est synthétisé en sérotonine, eh bien, il est dévié et il va être synthétisé en produits toxiques. Alors les anti-inflammatoires permettent au tryptophane d'être synthétisé en sérotonine et provoquer un bien-être. Microbiote, je termine avec le microbiote intestinal, très important. Donc c'est tendance, on s'intéresse beaucoup à cette flore microbienne qui nous habite, donc particulièrement celle de l'intestin. Alors au départ, on pensait qu'elle était ces bactéries, donc on vit avec, en symbiose, elles nous donnent des choses, on leur donne des choses, on a appris à vivre ensemble. Et puis on s'aperçoit que lorsqu'il y a un déséquilibre de ces bactéries, eh bien, ça peut entraîner des pathologies comme le diabète, le cancer, mais également des maladies psychiatriques et neurologiques. Alors ce microbiote, rapidement, c'est en fait, ces bactéries qui logent notre intestin, eh bien, elles échangent avec le cerveau, soit par le sang, soit par le nerf vague. Le cerveau est connecté, donc on parle de deuxième cerveau, le cerveau est connecté à notre intestin par le nerf vague. Donc ça veut dire que ces bactéries sont en constant contact avec le cerveau. Elles vont libérer, par exemple, imaginez une prise d'antibiotiques qui va déstabiliser les bactéries de l'intestin. Eh bien, on peut avoir des répercussions au niveau cérébral. Et vice-versa. Imaginez un stress, une dépression, qui va peut-être altérer aussi la constitution du microbiote. Vous voyez, donc il y a une bonne... Alors, j'ai trouvé cette étude très intéressante qui fait un parallèle entre le microbiote et le cerveau. Donc là, c'est à la naissance, on a un microbiote qui est très faible, puisqu'on n'a pas encore d'alimentation. Donc, dès qu'on commence à prendre du lait, donc avec le lait, donc les bactéries se développent. Donc, ça se diversifie avec l'âge. Et on a un parallèle avec le cerveau. En fait, la maturation des structures cérébrales est la même que celle, la cinétique est la même avec le microbiote. Et ça, c'est très intéressant parce que dans ce papier, il est dit qu'une altération, imaginez une altération du microbiote pour une raison X, un antibiotique par exemple, qui va créer un déséquilibre, eh bien ça peut aussi impacter la maturation de certaines structures cérébrales et probablement déclencher une pathologie. De la même manière, au stade âgé, imaginez par exemple une personne qui ne s'alimente pas bien, qui abuse de l'alcool ou je ne sais quoi, eh bien, il va peut-être provoquer des dégâts au niveau du microbiote qui peuvent impacter son cerveau et peut-être générer des démences. Donc il y a une bonne relation entre le microbiote et le cerveau. Donc on en revient à l'alimentation, l'équilibre alimentaire, donc c'est le premier médicament, c'est une bonne hygiène. L'hygiène cérébrale passe par une hygiène alimentaire aussi, très important. Donc surveiller ce qu'on mange. Probiotiques, donc on en vient aux probiotiques, donc des fois on dit voilà, il faut faire une cure notamment en hiver. Alors première expérience, première démonstration d'un effet d'un probiotique sur la mélancolie. Alors c'est un psychiatre britannique qui observe que ses patients sont constipés, dépressifs et constipés. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne du lactobacille, une bactérie qu'on trouve dans les laitages. Et du coup la constipation, donc le transit ça va mieux. Et il s'aperçoit que la mélancolie aussi, donc disparaît. Donc première démonstration. Alors on commence à comprendre chez l'animal, si vous mettez un animal dans une situation de stress et que vous détruisez son microbiote,
Alors, si vous injectez des antibiotiques, l'animal n'a plus de microbiote par rapport à des animaux qui ont un microbiote sain. Eh bien, les animaux axéniques, on les appelle, eh bien, vont réagir très fortement au stress. Donc, c'est comme si ils étaient vulnérables face à une situation de stress. Donc, on peut extrapoler chez nous aussi. Peut-être qu'un mauvais microbiote peut nous rendre aussi fragiles face à une situation stressante. Donc, il faut aller voir aussi du côté du microbiote. Chez le dépressif, peut-être qu'il y a aussi des solutions. Alors ici, on a donné un probiotique, lactobacille, et on s'aperçoit que lorsqu'on donne un probiotique à des souris ou des rats, face à des situations de stress, eh bien, elles vont moins stresser que les souris nourries normalement. Et on s'aperçoit que ces bactéries qu'on donne, eh bien, elles vont agir sur le GABA. Alors le GABA, c'est quoi? C'est l'acide aminé inhibiteur. En fait, quand vous prenez du Valium, eh bien, vous allez agir sur le GABA, vous allez vous sédater, vous augmentez votre inhibition cérébrale. Eh bien, c'est ce que fait le lactobacille. Donc c'est un anxiolytique. Alors si on me donnait le choix entre prendre, si je suis anxieux, et on me dit vous avez le choix entre prendre du Valium et un probiotique, eh bien, j'opterai directement pour le probiotique. Hein. Parce que vous savez que les médicaments psychotropes ont des effets aussi secondaires, accoutumance et compagnie. Hein. Très belle expérience, on a transféré la dépression d'un homme à un animal par le microbiote. C'est-à-dire qu'on a pris le microbiote d'un patient dépressif, on a nourri avec des rats, quelque temps après les rats expriment la dépression. Tous les marqueurs de la dépression, déséquilibre du microbiote, marqueurs inflammatoires, diminution de la motivation, etc. Donc on est capable de transférer le blues. Et l'inverse est aussi vrai, ça veut dire qu'on pourrait peut-être aussi soigner un dépressif avec un microbiote provenant d'un patient sain. Là, c'est une perspective intéressante. Alors là, c'est derniers travaux que je cite, hein, et j'ai fini. Là, c'est l'équipe de Jean-Marie Ledo à Paris, hein, qui est un très beau travail. En fait, ils induisent un stress chronique, donc ils rendent des souris dépressives. Ils récupèrent le microbiote, ils transfectent d'autres souris. Et on s'aperçoit que les souris deviennent dépressives également, à cause du microbiote. La neurogénèse diminue, etc. Ils essaient de traiter ces souris avec du Prozac. Ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ils vont voir dans l'intestin, ces souris n'ont pas les bactéries qui produisent du tryptophane, c'est-à-dire le métabolite de la sérotonine. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, en plus du Prozac, ils donnent la bactérie qui produit le tryptophane. Et là, ça marche. Donc ça peut expliquer pourquoi peut-être certains d'entre nous ne répondent pas au Prozac. Peut-être que c'est lié à un problème du microbiote. Peut-être qu'elles n'ont pas les bactéries nécessaires pour fabriquer de la sérotonine. Deuxième travail de l'équipe de Ledo, ils font la même chose, et cette fois-ci, en fait, ils vont mesurer le cannabis endogène. Vous savez que notre cerveau produit du cannabis endogène. Vous avez des bactéries, eh bien, quand on est stressé, eh bien, les bactéries ne produisent plus de cannabis endogène. Et ce cannabis, en fait, son rôle, c'est d'aller agir. Donc, il traverse la barrière hémato-méningée, il va agir au niveau des récepteurs, au niveau hippocampique, et provoquer de la neurogénèse, plasticité cérébrale. Donc du coup, on est sur des perspectives thérapeutiques, donc utiliser ces bactéries comme probiotiques pour soigner les dépressifs. Et ça peut expliquer peut-être pourquoi certains sont prédisposés à la prise de cannabis. Peut-être qu'elles n'ont pas les bactéries qui le produisent. Vous voyez, ça pose beaucoup de questions. Bon, rapidement, ici, en fait, on est à la recherche d'un microbiote spécifique du dépressif. Peut-être que chez le dépressif, il y a une signature microbiotale spécifique. Et à ce moment-là, on va pouvoir corriger. Le microbiote, vous avez des bactéries, donc ça je rappelle, ça c'est très important, des bactéries dans l'intestin qui sont capables de produire de l'ocytocine, qui vont aller stimuler dans le cerveau l'ocytocine, les rapports sociaux, le GABA, anxiolytique, le BDNF, plasticité, donc pour vous montrer l'impact d'un bon équilibre du microbiote sur le cerveau. Et donc on parle donc de psychobiote. Vous avez des bactéries qui sont capables de moduler le psychisme. Vous voyez, j'ai fini. Donc le take-home message. Alors, dépression, traumatisme, ça tout le monde l'a compris, hein, donc c'est un traumatisme cérébral. On a une altération, donc hormonale, neurochimique, cortisol, on a tous vu. Hein. Donc le cerveau, bien sûr, il réagit, donc il y a des solutions endogènes, donc ça il faut le savoir, le cerveau est plastique.
Alors certaines personnes n'y arrivent pas, donc à ce moment-là, on va les aider. Un des moyens de les aider, c'est par la pharmacologie. Le Prozac, qui n'est pas miraculeux. Le Prozac, il a ses limites. Alors, alors pourquoi le Prozac ne marche pas? Peut-être que chez certaines personnes, ce n'est pas la sérotonine qui ne va pas, peut-être que c'est autre chose. D'où la nécessité de bilanter, de faire un bilan global. Aller mesurer les hormones thyroïdiennes, aller mesurer donc la dopamine, aller mesurer la sérotonine, pour voir même le microbiote. Alors attention, le microbiote, je crois que ce n'est pas remboursé par la Sécu, hein, mais ça peut se faire. Vous voyez? Donc si on a un bilan complet, on va pouvoir bien diagnostiquer pour mieux traiter. Donc trouver la thérapie adaptée au type de dépression. Considérer le médicament, je reviens, hein, comme une béquille, hein, une aide. Alors des fois, on n'a pas le choix. Quand la personne est dépressive, on est obligé. Mais dès que ça va mieux, il faut trouver d'autres solutions. Et puis chacun va trouver la solution qui lui est adaptée. Sport, art, musique, je ne sais quoi. Il y a des solutions. Donc nécessité de trouver des solutions adaptées. Et je vous remercie pour votre attention. Vous permettez, je vais vous passer le micro. Qui souhaite poser la question? Bonjour. Donc, du coup, Bonjour. ma question, c'était sur la sérotonine. Vous avez dit que 80% c'était l'intestin. Du coup, les 20% qui restent, c'est le noyau de Raffet, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et le rôle de la sérotonine, c'était principalement la vasoconstriction ou il y en a beaucoup d'autres? Alors c'est une molécule qui, vous imaginez, c'est une molécule qui a 14 récepteurs. Elle est impliquée dans beaucoup de fonctions. Comportement alimentaire, elle est anorexigène, donc elle diminue la prise alimentaire. Elle est impliquée dans le sommeil. Comportement sexuel. Elle est impliquée dans l'agressivité, donc elle est capable de réguler, donc de diminuer l'agressivité. Donc elle a plusieurs fonctions. Ouais. Alors, je vais prendre 2 questions. Après, on prendra une question du chat. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, ma question, c'est par rapport à tout ce qui est traitement psychologique. Là, on a parlé de tout ce qui était pharmacologique. Est-ce que ça a été montré des impacts des traitements psychologiques sur justement la sérotonine, le système dopaminergique, etc. Très bonne question. Alors, je vais vous donner mon point de vue. Alors moi, je ne suis pas psychologue, je suis chercheur en neurosciences, donc je vous parle de ce que je connais et de l'impact que ça a sur la neurochimie cérébrale. Mais à mon avis, vous parlez de rééducation psychologique, hein, donc thérapie psychologique, je pense que ça a les mêmes cibles. C'est-à-dire que si on va dans une démarche psychologique, on va aussi solliciter les mêmes réseaux pour restaurer la plasticité, restaurer le BDNF, etc. Et c'est exactement pareil pour le sport, la rééducation physique. Je pense que voilà, les méthodes sont différentes, mais les cibles sont les mêmes. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez parlé de neurogénèse. Est-ce qu'il s'agit de néoneurones ou est-ce qu'il s'agit de synapses qui se multiplient? C'est les deux. C'est des nouveaux neurones qui naissent. En fait, dans les années, jusque dans les années 90, on pensait que le cerveau n'était pas capable de faire apparaître de nouveaux neurones. Donc ce dogme, il est effacé. On a les moyens techniques de le démontrer maintenant. Donc l'hippocampe est capable de générer de nouveaux neurones parce qu'il a en son sein des cellules quiescentes. C'est des cellules souches qui sont dans un état dormant. Et dès qu'il y a une modification de l'environnement, comme une dépression par exemple, il y a des signaux qui font que ces cellules souches se réveillent, se divisent, se différencient en neurones, neurogénèse. Et donc ces neurones établissent entre eux des synapses, des connexions. Donc c'est les deux. Synaptogénèse, neurogénèse. Et ça, c'est toute la vie.
toute la vie, on est capable de produire des nouveaux neurones. Et cette neurogénèse, c'est intéressant parce qu'il faut la stimuler. Et un des moyens de la stimuler, c'est la lecture, le sport, la musique, peindre, et voilà. L'ennemi, c'est la sédentarité, je dirais. Et même l'alimentation. Une bonne alimentation, vous avez vu qu'on peut aussi booster la neurogénèse. Oui, je vais vous transmettre des questions qui ont été posées sur le chat. Lorsque vous parlez de gènes longs, est-ce que ça veut dire plusieurs exemplaires du gène qui codent pour une même protéine? Gène long ou gène court? C'est 2 allèles, un gène. C'est les allèles d'un gène. En fait, ces 2 allèles, c'est un allèle qui est dominant. Donc, si on est porteur de l'allèle court, si on est hétérozygote, donc on a un allèle court, un allèle long, donc on est prédisposé. Si on est porteur de 2 allèles courts, on est prédisposé. En fait, il faudrait qu'on ait les 2 allèles longs. Donc, c'est un gène. D'accord. Le gène du transporteur de la sérotonine. J'enchaîne sur une autre question. Vous avez cité le thé, l'activité physique, mais en fait, est-ce que ce n'est pas le fait de stimuler le cerveau de manière générale, avec n'importe quoi, qui augmente la plasticité? Alors oui, on dit que la plasticité, elle est activité dépendante. Donc elle est tributaire de l'activité. Alors cette stimulation, on va la trouver de différentes manières, hein, dans le sport, dans l'alimentation, etc. Oui, de manière générale. Alors faire attention quand même, parce que trop stimuler devient aussi néfaste. Vous voyez, une surstimulation du cerveau peut aussi avoir des effets délétères, hein. Bonsoir. J'ai noté plusieurs petites questions. Mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut demander à avoir des analyses sur la sérotonine ou la dopamine à notre médecin traitant? C'est une très bonne question. Oui, il y a des personnes qui sont dans la médecine conventionnelle, hein, médecine fonctionnelle. Et on peut demander. Alors des fois, c'est pas simple. Je vous raconte une histoire. Je connais une personne qui a un enfant qui est autiste. Et donc on discute. Elle sait que je travaille dans les neurosciences et je lui ai dit, est-ce que tu peux demander à ton médecin traitant de faire une analyse du microbiote? Parce qu'on sait qu'il y a une corrélation, hein. Et donc le médecin n'a pas accepté, parce que c'est pas remboursé par la Sécu, et elle a quand même fait elle-même, donc elle a payé. Il y a eu des résultats, donc ils ont observé que le microbiote était déficitaire, hein, et donc là, elle subit un traitement par des probiotiques. Alors on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a une démarche. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'il faut, oui, en ayant une démarche dynamique, en insistant, peut-être que vous avez... et puis s'il n'accepte pas, il faut voir un autre médecin. Oui, j'ai l'impression que c'est très peu répandu aujourd'hui. C'est Enfin, très moi, peu pour avoir répandu. eu des problèmes de microbiote, ça a été très très compliqué de trouver, et je cherche encore, des solutions. C'est pour ça que je voulais savoir, voilà, si ça Il y commence a, à se démocratiser, tout à fait. voilà. Il y a des médecins qui commencent à aller dans ce genre de démarche. Ok. Il faut les trouver, voilà. Alors vous avez des médecins qui vont mesurer les métabolites de la sérotonine, de la dopamine, les hormones, donc ils font tout un bilan complet pour essayer. Et puis ensuite, la démarche est intéressante parce qu'on peut aussi traiter par des probiotiques pour redonner un équilibre. Vous voyez, plutôt que d'aller directement sur un médicament qui a ses effets secondaires. D'accord. La deuxième petite question, c'était de savoir, au vu de toutes les études que vous nous avez montrées, est-ce qu'il y a un changement aujourd'hui en matière de politique au niveau de la santé, au vu de tout ce que vous apportez comme éclairage? Et la deuxième, je ne la retrouve pas, donc je vais rester là-dessus. Et oui, et est-ce qu'au niveau des avancées sur le microbiote, et je sais au niveau fécal, etc., est-ce que ça évolue? Parce que j'ai vu un peu la date des études, il y en a beaucoup qui se situent aux alentours de 2002-2004, quelques-unes un petit peu plus récentes. J'imagine que ça a progressé. Est-ce que voilà, vous avez oui. des éclairages à ce niveau-là? Merci. Oui, pour la première question d'abord,
Je pense qu'il y a... Alors moi, je suis enseignant-chercheur, je ne suis pas médecin, hein, donc j'ai une thèse en neurosciences. J'enseigne, par exemple, j'enseigne la neurobiologie des troubles mentaux. Et je parle de tout ça à des étudiants de psychologie, de master, 4e année, 2e année. Et ça bouge. J'ai l'impression que les mentalités, elles commencent à évoluer. Donc j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication. J'ai l'impression que peut-être, je vais dire, allez, entre guillemets, un manque de formation, peut-être des médecins généralistes, peut-être. Voilà. Mais bon, j'ai l'impression que les choses, elles bougent, hein. Et pour la deuxième question, alors, il y a, je ne sais pas si... Bon, là, oui, là c'est une étude de 2016. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Notamment ici, vous avez là une démonstration que dans certaines formes d'autisme, eh bien, c'est lié à une bactérie qui est déficitaire dans l'intestin. Une bactérie qui a peut-être été altérée par des antibiotiques. Vous voyez? De la mère. Oui, oui, oui. Donc c'est un régime, en fait, on a modifié le régime alimentaire de la maman gestante et on a regardé, voilà. Et donc on a nourri des mamans gestantes avec un régime gras. Le constat, c'est que des mamans obèses qui souffrent de diabète ont une prédominance d'enfants autistes, on va dire. Donc on a reproduit ça chez des rats gestantes. Eh bien, on s'aperçoit que la descendance, la progéniture, a des problèmes d'interaction sociale. Et puis, on a fait des mesures cérébrales, elles ont des soucis au niveau des sphères affectives et émotionnelles. On a regardé quelle était la bactérie manquante, donc c'est Lactobacille reuteri, qu'on a rajouté dans l'alimentation et on a corrigé le problème. Donc, il y a des choses qui commencent à sortir. Je pense que c'est en train de bouger, je dirais, hein. Et malheureusement, alors ça c'est dixit les personnes que je connais, hein, qui ont des enfants autistes, il y a très peu de structures quand même, hein, c'est très difficile à l'école, il n'y a pas d'agents spécialisés pour s'occuper des enfants, c'est très très dur, hein. On va passer à une autre question ici. Oui, merci pour votre présentation. Je voulais vous parler, je n'ai pas tellement parlé, c'est du rôle du sommeil dans tout, je sais pas, la sérotonine, enfin tout ça, la neurogénèse et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que je suppose que c'est un rôle quand même, Oui. le sommeil et tout ça. Qu'est-ce qui se passe, enfin, à tous ces niveaux-là? Alors déjà le sommeil, alors c'est complexe, hein, le sommeil. D'un point de vue neurochimique, vous avez là il y a plusieurs molécules qui interviennent, hein, dans le sommeil, mais vous en avez deux qui ont été évoquées ici. Mélatonine, sérotonine sont des molécules qui vont générer le sommeil, faciliter l'endormissement. Alors dans le sommeil, beaucoup de choses se produisent. Déjà, c'est un repos, donc une régénérescence des neurones. On va éliminer les toxines pendant le sommeil. Donc on élimine, je crois que c'est les cellules gliales, hein, qui participent à l'élimination des toxines. Donc mieux vaut avoir son quota de sommeil, donc c'est important. Vous voyez ? Et puis au niveau de la neurogénèse, alors ce que l'on sait, c'est que quand on dort bien, on va engrammer les souvenirs. Donc ce qu'on a appris, on va mieux l'engrammer dans le cerveau. Parce qu'on va agir aussi sur la plasticité. Donc ça peut être aussi une thérapie. Et sur la sérotonine et tout ça, ça ne va pas générer des choses, ou la dopamine, ou tout ça, non? Là, non, on ne sait pas trop, hein. Le sommeil, c'est très compliqué quand même. Moi, je voulais revenir sur les deux allèles dont vous parliez, le long et le court. Est-ce que la différence se joue sur la structure du récepteur ou sur le nombre de récepteurs exprimés? Alors, d'après cette étude, c'est sur le nombre. Voilà, si on est porteur de l'allèle court, on aura plus de mal à fabriquer le transporteur. Voilà, et ce transporteur, moins on en a, moins on est capable de préserver notre sérotonine.
Bonsoir. Bonsoir. Juste une question pour revenir sur la sérotonine. Vous disiez tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle permettait de synthétiser la mélatonine. Oui, C'est ça? c'est ça. D'accord. Donc du coup, ça joue directement sur le sommeil, sur la qualité du sommeil. Directement. Ce sont deux sœurs jumelles, en fait. Hein, on va dire, D'accord, merci. donc, si dans votre alimentation, il y a le précurseur, le tryptophane, donc attendez-vous à avoir un bon niveau de sérotonine et donc de mélatonine, donc meilleur sommeil, etc. Oui. Oui, je vous transmets une question qui est arrivée sur le chat. Est-ce qu'il y a uniquement des bactéries qui sont en lien entre l'intestin et le cerveau? Je croyais qu'il y avait aussi des neurones dans l'intestin. Et si Oui. oui, sont-ils reliés avec des synapses? Oui, oui, il y a aussi des neurones. Alors ces neurones, ils sont localisés aussi dans l'intestin et ils sont directement aussi connectés par des voies nerveuses au cerveau, notamment par le nerf vague. Ces neurones communiquent avec le nerf vague qui lui envoie des informations au cerveau. Donc il y a aussi des neurones, on appelle ça des neurones périphériques. Tout à fait. Oui, excusez-moi. Allez-y. J'avais noté tout à l'heure, est-ce que la tryptophane, les 5-HTP, Griffonia, tout ce qu'on a dans la phytothérapie, est-ce que c'est équivalent au Prozac ou pas? Ça, c'est une première question. J'irai au fur et à mesure de ce que j'ai noté. Allez-y, il n'y a pas de souci. Je réponds à cette question? Si vous voulez. Ça Oui. puisse chercher l'autre. En fait, ce sont des précurseurs. Le tryptophane, c'est un acide aminé qu'on peut acheter, qui est en vente, en pharmacie, etc., qu'on peut trouver dans l'alimentation. Et donc, c'est à partir de ce tryptophane, notre organisme possède l'enzyme qui va transformer ce tryptophane en sérotonine. Voilà. Donc, quelque part, vous allez booster votre sérotonine en apportant le tryptophane. Donc c'est des mécanismes différents en fait du Prozac, parce que Ah oui. voilà. Oui, oui, tout à fait. C'est des mécanismes différents. Le Prozac, que fait le Prozac en fait? Le Prozac, lui, il va agir sur ce transporteur là qui est très important. Il va bloquer la recapture de sérotonine. Et il va faire en sorte que la sérotonine s'accumule dans l'espace et agisse plus longtemps sur les récepteurs. Voilà ce que fait le Prozac. Donc c'est différent. Hein, alors que le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. C'est grâce au tryptophane qu'on fabrique de la sérotonine. Donc quelqu'un qui aurait un problème de microbiote et qui n'arrive pas à produire de sérotonine, est-ce que c'est intéressant de prendre du tryptophane pour lui? D'après ce qu'on a dit, oui. Vous avez les souris là, qui ne répondent pas au Prozac parce qu'elles n'avaient pas ces bactéries qui fabriquent le tryptophane. Donc il serait intéressant d'analyser le microbiote et voir l'état de... Est-ce qu'il y a un souci au niveau de ces bactéries qui génèrent justement cet acide aminé? J'avais noté aussi, est-ce que la baisse de la sérotonine avec l'âge est réversible? Oui, alors ça c'est comme tout. C'est comme la neurogénèse hein, qui baisse avec l'âge, qu'on est capable de stimuler. Je dirais que c'est pareil pour la sérotonine. Alors malheureusement, bien sûr, le cerveau vieillit, hein, c'est comme ça. Mais on a des moyens de freiner, hein, de retarder ce vieillissement. C'est vrai pour la neurogénèse, c'est vrai pour le BDNF, c'est vrai pour la sérotonine, qui est une molécule du cerveau. J'avais noté également, est-ce que la dépression, mais vous y avez répondu, se transmet à nos enfants? Est-ce qu'on peut le transmettre? Question difficile. Oui, mais intéressante. Bonne question. Alors, il y a beaucoup d'études hein, qui montrent que le stress, une maman gestante qui est soumise à un stress, ça peut impacter la progéniture. Dans le stress, il y a le cortisol. Donc le cortisol, il passe la barrière placentaire. Imaginez une maman qui est gestante, qui est soumise à un stress, qui va libérer le cortisol. Le cortisol, on sait qu'il est neurotoxique. Ce cortisol, il peut atteindre l'enfant si la maman est en gestation. Donc je dirais que oui, il y a quand même une forme de transmission. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez la maman, quand elle est en gestation, il y a des barrières qui vont contrer le cortisol. Par exemple, je reviens à l'ocytocine. L'ocytocine donc chez la maman va augmenter ses productions d'ocytocine. Eh bien, déjà quand l'enfant naît, eh bien, l'ocytocine, son rôle, c'est de bloquer l'axe du stress. Elle va le figer. C'est-à-dire que les mamans qui sont gestantes ou qui allaitent, eh bien, elles vont être moins sujettes au stress. Pareil pour l'addiction. On a des expériences qui ont été faites. Vous savez qu'on peut rendre un animal addict à une drogue. On a essayé de faire ça chez des rats gestantes. On n'y arrive pas. Parce que l'ocytocine, elle protège le circuit de la récompense. Vous voyez, donc la nature a bien fait les choses. Dans certaines situations, eh bien, on a des garde-fous pour protéger le cerveau et empêcher les effets secondaires à la progéniture. Mais parfois, certains n'en ont pas. Enfin, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'ocytocine ou qui en ont très peu. Des femmes? Femmes ou hommes. Femmes ou hommes? Oui, c'est possible. J'allais revenir à la question femmes-hommes. C'était ma prochaine question sur les hormones, au niveau hormonal. Vous disiez tout à l'heure que les hommes produisent plus de sérotonine et que du coup, nous, j'aurais aimé que vous développiez les femmes. Vous disiez que les femmes, voilà, comment les dire, oestrogènes? Les oestrogènes, voilà, équilibrent un petit peu Oui. ce manque de sérotonine. Voilà, si vous voulez. Oui, bien sûr. Non, c'est une bonne question. Oui, déjà, par rapport à l'ocytocine, vous avez raison de l'évoquer. On en a aussi bien les femmes que les hommes. Vous avez des papas qui prennent des congés parentaux, qui s'occupent de leur bébé. Câlins, relations, etc. On mesure l'ocytocine plasmatique, ça augmente chez les hommes. Et pareillement pour les femmes. Voilà. Alors, effectivement, on a dit tout à l'heure qu'il y avait plus de sérotonine chez les hommes. Probablement, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes sont plus prédisposées, entre guillemets, à faire des dépressions. Alors, oui, il y a les oestrogènes. Alors, on s'intéresse de plus en plus aux oestrogènes parce qu'on s'aperçoit qu'elles ont des actions un peu comme le BDNF. Elles favorisent la neurogénèse, la plasticité cérébrale. Elles protègent les neurones contre la mort cellulaire. Vous voyez, donc elles ont un tas de fonctions. Ce qui fait que, malheureusement, à la ménopause, certaines femmes, attention, parce que certaines femmes arrivent à préserver leur niveau d'oestrogène parce qu'il y a d'autres glandes, comme la corticosurrénale, qui fabriquent toute la vie des oestrogènes. Eh bien, certaines femmes qui voient leur niveau d'oestrogène chuter à la ménopause vont probablement avoir des soucis cognitifs, et d'où cette idée de traiter avec des substitutifs hormonaux pour bien vivre cette période. Du coup, les femmes qui ne sont pas ménopausées et qui prennent la pilule, est-ce que c'est intéressant pour elles? Est-ce que cet apport œstrogénique par la pilule? Alors là, oui. C'est compliqué là. Parce qu'en fait, la pilule, son action, c'est qu'elle va agir au niveau de l'hypothalamus pour arrêter le cycle. Vous voyez? Mais bon, la pilule, sa constitution, ce sont des hormones. C'est des oestrogènes et de la progestérone. Donc on peut considérer ça comme un substitutif hormonal. Donc on apporte les hormones manquantes pendant la ménopause, et donc ça peut avoir des effets. Alors ce qui est dit, c'est que, toujours pareil, on revient au bilan. C'est-à-dire avant de traiter, d'aller vers cette démarche, il faut faire un bilan pour voir quelle est les concentrations hormonales de ces femmes, parce que des fois, elles n'en ont pas besoin parce qu'elles en produisent suffisamment. Et si elles n'en produisent pas, ça veut dire qu'il faut commencer. Donc il ne faut pas commencer à la ménopause. Il y a une fenêtre thérapeutique. Il faut commencer avant. C'est ce qui est dit. Donc d'où la nécessité de faire des bilans à l'approche de cet âge sensible, faire des bilans sanguins et voir un peu. Ce sera le mot de la fin. Merci.